Bonjour et bienvenue. Bon, on est à J3 de la 69e cérémonie du Ballon d'Or 2025 et on sent vraiment une effervescence assez particulière cette année. Ah oui, c'est vrai, il y a une attente différente, on dirait. Exactement, ça dépasse même, j'ai l'impression, les années précédentes. Ok, alors déballons tout ça. Pourquoi cet événement cristallise autant de passion cette fois-ci? C'est justement ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Pourquoi cette édition pourrait être historique et en tout cas, c'est sûr, incontournable dans le foot mondial. Et pour ça, on va s'appuyer sur les analyses, les discussions d'experts qu'on a pu entendre récemment sur la chaîne L'Équipe. Donc voilà, nos infos viennent de là, d'une table ronde assez pointue avec notamment Vincent Garcia. Le rédacteur en chef de France Football, oui. C'est ça, le grand Manitou du Ballon d'Or, on peut dire. Et il y avait aussi Djibril Cissé, l'ancien international. D'accord. L'objectif pour nous, là, c'est de décrypter ensemble ce suspense qui est vraiment intense, de regarder un peu les enjeux historiques possibles, et puis aussi de mesurer l'ampleur médiatique, le côté glamour qui est phénoménal autour de cette soirée. Alors, qu'est-ce qui rend cette année 2025 si différente, si palpitante? Je propose qu'on commence par ce qui semble être la clé, le suspense. Un suspense vraiment inédit. Oui, la première chose qui frappe, c'est ce vent de fraîcheur, c'est indéniable. L'époque de la domination quasi absolue de Messi et Ronaldo, qui ont quand même trusté le trophée pendant 15 ans, quoi. Oui, une éternité. Voilà, cette page est tournée. Et ça, ça ouvre porte en grand à de nouveaux visages, à de nouvelles têtes, comme disait Vincent Garcia. Oui, c'est son expression. Chez les hommes, il y a plusieurs noms qui reviennent souvent, avec des histoires fortes derrière. Ousmane Dembélé, bien sûr, il pourrait être le 6e Français à gagner. Ce serait énorme. Il y a aussi le phénomène Lamine Yamal. 18 ans à peine, il exploserait le record de jeunesse. Incroyable, oui. Et puis Achraf Hakimi aussi, qui pourrait devenir le 2e Africain après George Weah. C'est vrai. Et les experts, ils parlent même d'une énorme surprise possible. Donc ça rajoute encore de l'incertitude. Franchement, c'est là que ça devient super intéressant. Pour Garcia, cette ouverture, c'est une force supplémentaire pour l'événement. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir ce que signifie vraiment ce suspense renouvelé. Vincent Garcia parle d'un regain d'attention. Oui. Alors bon, le Ballon d'Or, c'est une institution, ça n'a jamais vraiment perdu de son aura. Mais cette incertitude qu'on sent, la palpable après toutes ces années où c'était Messi ou Ronaldo, C'est ça. ça crée une dynamique complètement nouvelle. C'est comme si tout était possible en fait. Ça ravive l'intérêt, même pour ceux qui commençaient peut-être à se lasser un peu. C'est plus juste un duel, c'est plein de scénarios possibles, chacun avec sa charge symbolique. Et attention, Oui. ce n'est pas que chez les hommes. La discussion source, elle insiste bien. Le Ballon d'Or féminin, c'est pareil. Ah oui, aussi ouvert. Très ouvert, oui. Qui pour succéder à Aitana Bonmati, qui l'a gagné 2 fois de suite, là aussi, c'est décrit comme très très serré. D'accord. Les noms qui circulent le plus, c'est sa compatriote Alexia Putellas, qui elle viserait un 3e Ballon d'Or, Impressionnant. mais aussi les Anglaises d'Arsenal, Léa Williamson et Alessia Russo. Elles sont portées par leur doublé Ligue des Champions et Euro avec l'Angleterre. Donc ouais, l'incertitude, elle est vraiment générale cette année. Ça démultiplie l'attente. Et comme si ça ne suffisait pas, ce suspense sportif, il est encore amplifié par une nouveauté dans l'organisation. C'était nouveau l'an dernier, en 2024, mais là, ça prend tout son sens. Les gagnants, hommes et femmes, ne sont plus du tout prévenus à l'avance. Ah oui, c'est le grand changement, ça. Fini l'époque où on voyait les équipes de France Football débarquer chez le vainqueur quelques jours avant pour l'interview, la photo. C'est vrai, ça tuait un peu le suspense. Complètement. Là, la surprise est totale. Pour le public, pour les nommés eux-mêmes, pour tout le monde. Jusqu'à l'ouverture de l'enveloppe, là, sur la scène du Châtelet. On imagine à peine la tension dans la salle, quoi. Oui, et Vincent Garcia, lui, en tant que garant des votes, des journalistes, il se retrouve au centre de tout ça. J'imagine. Il est présenté comme celui qui détient le secret, au début presque tout seul. D'ailleurs, il insiste bien dans la discussion. Il faut ignorer toutes les soi-disant fuites qu'on voit partout sur les réseaux sociaux avant la cérémonie. Ah, les fameuses fuites. Voilà, son message c'est « tout ça c'est du fake ». Il a même raconté une anecdote qui montre bien la pression. Il dit qu'il doit réfléchir à 2 fois maintenant avant de répondre à n'importe quelle question en interview, de peur de faire un lapsus ou de lâcher un indice sans faire exprès. C'est une sacrée responsabilité quand même, hein. Mais bon,
Au-delà de l'anecdote, ce culte du secret, ça a quel impact concret sur l'événement, sur comment on le perçoit? Si on prend un peu de recul, l'impact est énorme, à plusieurs niveaux. D'abord, pour les médias, c'est génial. Ah oui, Oui, le mystère total, ça nourrit les spéculations, les débats, l'engagement du public. Beaucoup plus que quand on devinait déjà le nom du vainqueur des semaines à l'avance. Ça transforme la cérémonie en vrai thriller sportif presque. c'est vrai. Ensuite, ça change complètement la perception du moment où le gagnant est annoncé. L'authenticité de la réaction sur scène, elle est garantie à 100%. Oui, on se souvient l'an dernier, l'émotion. Exactement, hein. L'émotion brute, presque l'incrédulité des gagnants. Ça ajoute une dimension humaine, émotionnelle très forte, qui manquait peut-être un peu quand la surprise était déjà partie. C'est vrai, ça rend le moment hyper télévisuel, captivant. Voilà. Mais bon, il y a le revers de la médaille. Ça met une pression énorme sur l'organisation et sur Vincent Garcia lui-même. Garder un secret pareil aujourd'hui, avec l'info instantanée partout, c'est un défi immense. Il admet d'ailleurs qu'il devra le partager avec quelques personnes juste avant la cérémonie, pour la logistique, mais bon, l'essentiel repose sur cette confidentialité. On peut se demander si c'est tenable à long terme. C'est la question, oui. Est-ce que cette politique du secret absolu est tenable? Est-ce qu'elle ne va pas paradoxalement générer encore plus de rumeurs, de fausses infos? C'est une stratégie qui renforce le mythe, c'est sûr, mais elle est très exigeante. Parlons maintenant d'un autre aspect sportif, hyper central cette année, qui nourrit à la fois les espoirs et, on va le voir, les craintes, c'est la présence écrasante du Paris Saint-Germain. Ah oui, le facteur PSG. Ça pourrait être une soirée vraiment historique pour le club. Ils ont 9 joueurs parmi les 30 finalistes pour le Ballon d'Or masculin. 9. C'est énorme. C'est énorme et ça égale le record du Real Madrid de 2018. La liste, elle donne le tournis. Dembélé, Donnarumma, Doué, Hakimi, Kvaratskhelia, Mendes, Neves, Ruiz et Vitinha. Il faut juste préciser, comme le disait la source, que Donnarumma est nommé pour la saison passée, selon le règlement. Oui, c'est basé sur la saison sportive, pas l'année civile, exact. Et cette concentration de talents parisiens, ça ouvre la porte à un truc de fou. Le grand chelem potentiel pour le PSG. Le grand chelem. Oui, le club est en lice pour le Ballon d'Or masculin, mais aussi pour le trophée Yachine du meilleur gardien avec Donnarumma. Logique. Le trophée Copa du meilleur jeune avec Doué ou Neves. Le trophée Crush du meilleur entraîneur si leur coach est nommé et gagne. Et bien sûr le trophée du club masculin de l'année. Faire une razzia par eux, ce serait du jamais vu. L'apogée de leur projet. Et au milieu de toute cette armada parisienne, il y a un nom qui cristallise vraiment toutes les attentes, surtout en France. Ousmane Dembélé. Ah, Dembélé. Son parcours, c'est une vraie histoire de rédemption, non? Après des années compliquées, les blessures, les critiques parfois dures sur son hygiène de vie, son implication, Oui, il revient de loin. le voir soulever le Ballon d'Or, ce serait un symbole tellement fort. Historique même. Il serait le 6e Français après Zidane et surtout le premier à le gagner en jouant pour un club français qui a gagné la Ligue des Champions la même saison. C'est ça qui serait marquant. Dans la discussion source, Bruno, un des intervenants, parlait de la logique sportive, mais aussi de la symbolique d'un tel sacre pour lui. Un joueur au talent pur incroyable qui a enfin réussi à dépasser ses problèmes et à montrer tout son potentiel au top niveau. On sent qu'il y a un vrai désir, presque un rêve de le voir y arriver. Oui, c'est indéniable. L'histoire autour de Dembélé est puissante. Mais, car il y a un mais, cette domination parisienne dans la liste des nommés, ça soulève tout de suite une question hyper importante. Et peut-être un piège. La fameuse dispersion des voix. Ah, là voilà. La crainte classique. Exactement. Et c'est très clairement analysé dans la discussion source. Le principe est simple. Quand une équipe ou une nation fait une saison de folie et a plein de joueurs finalistes, Comme le PSG cette année. voilà. Mais les votes des journalistes des 100 pays votants, ils risquent de s'éparpiller entre tous ces joueurs qui méritent. Et cet éparpillement, ça peut faire le jeu d'un autre candidat, d'une équipe moins représentée, mais qui va concentrer plus de votes sur son seul nom. Et on a des exemples de ça dans le passé, non? Ça s'est déjà vu? Ah oui, et la source en rappelle plusieurs cas assez parlants. En 2018, l'année où la France est championne du monde, 6 Français nommés. exactement 6 Français dans les 30. Résultat, 0. Aucun ne gagne. C'est le Croate Modric qui est sacré. Dur. En 2019, Liverpool gagne la Ligue des Champions. Ils ont 7 joueurs dans la liste finale. Mais c'est Messi qui gagne son 6e Ballon d'Or. 7 joueurs nommés. Et plus récemment, malgré 6 joueurs du Real Madrid nommés, c'est Rodri de Manchester City qui a été récompensé. Donc oui, ces exemples montrent bien que la force du collectif peut devenir une faiblesse individuelle pour ce trophée. Mais
Est-ce que cet argument de la dispersion, il tient toujours autant à l'ère des réseaux sociaux, des campagnes de com hyper ciblées des clubs pour un joueur en particulier? On pourrait se dire que les votants sont peut-être plus focus sur le favori d'une équipe qui domine. C'est une bonne remarque, une nuance intéressante. C'est vrai que la com autour des candidats, elle s'est professionnalisée, elle est massive. Le PSG, par exemple, met des moyens énormes pour promouvoir ses stars. Oui. Mais il faut pas oublier que les votants, ce sont des journalistes de 100 pays différents. Ils ont des sensibilités différentes, des accès à l'info différents, des critères de jugement qui varient. Certains vont peut-être privilégier le leader charismatique, Dembélé, d'autres le symbole continental, Hakimi, d'autres la révélation jeune et éclatante, Yamal, même s'ils reconnaissent tous que la saison du PSG a été exceptionnelle. La logique du vote, elle reste complexe, moins prévisible qu'on croit. D'accord. Qui, eux, pourraient peut-être plus facilement faire l'unanimité chez certains votants, séduits par leur profil unique. C'est un facteur absolument clé, ça, pour le résultat final et le suspense. Fascinant. Allez, on sort un peu du terrain purement sportif pour parler d'une autre dimension qui prend une ampleur folle, l'échelle et le glamour de l'événement lui-même. Ah oui, le côté showbiz. C'est devenu bien plus qu'une remise de prix, la cérémonie du Ballon d'Or. C'est un vrai défilé de stars, un rendez-vous incontournable du Gotha mondial du sport et même du spectacle. Vincent Garcia disait dans La Source qu'il n'avait jamais été autant sollicité pour les accréditations. Incroyable. Et qu'ils attendaient une affluence record de grands noms cette année, avec très peu d'absents annoncés parmi les joueurs et les légendes invités. On se souvient d'avoir vu ces dernières années des icônes comme Zidane, Beckham, Bien sûr. mais aussi des stars d'autres milieux comme Nathalie Portman, Djokovic, le prince Albert de Monaco. C'est vraiment un tapis rouge hollywoodien, mais pour le foot. C'est ça. Et cette année, la présentation sera assurée par une légende, ancien Ballon d'Or, Ruud Gullit, Classe. aux côtés de la journaliste britannique Kate Scott. Un duo très glamour, très international. Et cette dimension spectacle, elle se voit dans la portée médiatique, qui est planétaire. La cérémonie est diffusée en direct dans 160 pays. On parle d'une audience de 350 millions de téléspectateurs. C'est énorme. C'est énorme. Mais ce qui donne peut-être le plus le vertige, ce sont les chiffres des réseaux sociaux de l'an dernier, 2024. Ils sont qualifiés de colossaux dans La Source. Ah oui, On parle de 3,2 milliards d'impressions. milliards. Oui, milliards. C'est le nombre de fois où un contenu sur le Ballon d'Or est apparu sur un écran, Twitter, Insta, TikTok, tout ça. Et 2,7 milliards de vues cumulées pour les vidéos sur l'événement. C'est juste astronomique. C'est astronomique, ça montre l'engouement digital massif. Comme le dit Vincent Garcia, le trophée se renforce d'année en année, en visibilité, en prestige et en passion déchaînée. C'est devenu une véritable machine médiatique mondiale, en fait. Tout à fait. Et c'est intéressant de prendre un peu de recul, de voir l'évolution spectaculaire de cette cérémonie. Djibril Cissé, dans la discussion Source, y faisait une comparaison très parlante. Ah oui, Il se souvenait de l'époque, pas si vieille, où la remise du Ballon d'Or était beaucoup plus sobre, presque confidentielle. Il cite l'exemple de Jean-Pierre Papin qui reçoit son trophée en 91, pas dans une salle de spectacle incroyable, mais où alors? mais sur le plateau de Téléfoot, l'émission du dimanche. Ah ouais, quand même. Le changement est radical. On mesure le chemin parcouru. Aujourd'hui, on est dans un show fastueux au Théâtre du Châtelet, un écrin magnifique à Paris, avec un protocole, des invités triés sur le volet, des performances artistiques. Et qu'est-ce qui explique cette transformation radicale d'après les experts de La Source? Selon Cissé et les autres, cette montée en puissance spectaculaire, elle est directement liée à l'importance qu'on accorde de plus en plus aux stats individuels et au statut presque mythique que ce trophée a acquis. C'est devenu une obsession, il disait. C'est ça, hein? Une obsession pour beaucoup de joueurs, mais aussi pour les fans, les médias. Le Ballon d'Or s'est vu maintenant, à tort ou à raison, comme l'équivalent individuel d'une Coupe du Monde ou d'une Ligue des Champions. Le Graal individuel. Voilà. Le gagner, c'est entrer dans l'histoire. C'est mettre un saut d'excellence ultime sur ta carrière. Cette aura, plus la puissance des médias, l'implication du monde du divertissement, des sponsors, ça a métamorphosé la nature même du prix. C'est plus juste un prix de journaliste. Non, c'est devenu un événement global, un spectacle total, qui cristallise les passions, les rêves, et aussi, faut le dire, les enjeux marketing et financiers. L'émotion sincère des joueurs quand ils en parlent, ça montre bien que ça représente quelque chose de très très puissant dans l'imaginaire du foot. Bon, alors, si on arrive au bout de cette exploration, nourrie par les analyses de l'équipe, qu'est-ce que tout ça signifie? Si on devait résumer les raisons de cette attente folle autour du Ballon d'Or 2025, on retiendrait quoi?
Le suspense sportif hommes et femmes relancé après Messi Ronaldo. Oui. Le suspense dramaturgique avec le secret total sur les gagnants. Exact. L'enjeu historique avec le PSG et la chance pour Dembélé d'écrire l'histoire pour la France. Très important ça. Et enfin, la dimension médiatique, glamour, qui atteint des sommets, un vrai show planétaire. C'est ça. D'ailleurs, à la fin de la discussion source, après avoir tout pesé, les 3 favoris ultimes qui ressortaient, c'était le trio Dembélé, Hakimi, Yamal. Exactement. Et pour conclure, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que ce Ballon d'Or 2025, qui dépasse vraiment le cadre d'un simple prix individuel, il s'est affirmé comme un miroir grossissant et fascinant des dynamiques profondes du foot mondial actuel. On y lit quoi ? L'émergence attendue de nouvelles superstars pour prendre le relais. Oui. On y voit la puissance écrasante des super clubs, incarnés cette année par le PSG, et on observe cette convergence toujours plus forte, plus spectaculaire, entre le sport de haut niveau et l'industrie mondiale du divertissement. Le Ballon d'Or, c'est devenu un symbole de tout ça. Et juste pour laisser une petite question en suspens d'ici lundi soir. Allez-y. Et si justement, cette fameuse dispersion des voix au sein de l'armada parisienne dont on a tant parlé, et si elle était si forte qu'elle ouvrait la porte, non pas à l'un des 3 favoris évidents, mais un gagnant totalement inattendu. Ah, la surprise totale. L'histoire du Ballon d'Or a parfois réservé ça. Ou alors, autre piste. Comment est-ce que toute cette concentration médiatique, cette pression énorme, ces enjeux financiers fous autour du trophée, comment est-ce que ça pourrait influencer pas seulement le résultat de cette année, mais aussi les stratégies de carrière des joueurs, les recrutements des clubs, et peut-être même le style de jeu pour la saison suivante, dans le but de fabriquer le prochain Ballon d'Or ? Intéressant comme réflexion. Voilà, quelques pistes pour continuer à y penser avant